J'avais l'impression que c'était une affaire réglée. J'avais une vie normale, entre guillemets, tout semblait assez bien aller. Il y a un peu plus de 12 ans, donc j'étais complètement épuisée, avec tout un tas de désordres qu'on n'arrivait pas à identifier. Je ne faisais pas du tout le lien entre les douleurs, des douleurs et puis aussi, toujours j'étais stressée, alors je me sentais un peu coupable et puis voilà. Mais je ne faisais pas du tout le lien avec les coups que j'avais pu recevoir. Voilà, aujourd'hui je suis là, je suis en vie, je suis avec toi. J'ai eu l'immense chance de rencontrer la méditation. Et la pratique, c'est quelque chose de très doux parce que elle nous propose des choses et des pistes à un moment où on est capable de travailler avec ça. C'est parfois mal compris parce que ça ne veut pas dire que c'est facile ou confortable pour autant. Et il y a une dimension sécure et à laquelle on peut revenir, qui permet de travailler même avec ce qui est le plus dur ou ce qu'on n'imaginait pas. Peut-être que comme mon invité d'aujourd'hui, vous avez senti à un moment une fatigue inexpliquée, des douleurs que vous ne comprenez pas. C'est ce qui est arrivé à mon invité, qui a un bon métier, tout va bien, mais une sorte d'épuisement. Et peu à peu, son chemin va lui montrer ce qui se cache derrière et comment s'en sortir. Ce qui est au cœur du dialogue que je vous propose, c'est de comprendre la place du trauma et comment s'en sortir à partir d'une expérience qui montre concrètement quelles sont les étapes pour se libérer et retrouver l'allant et la joie de vivre. Bonjour, moi je suis Fabrice Midal, philosophe, et si vous suivez mon podcast, vous savez, parce que j'y reviens souvent, ma conviction que le trauma, le comprendre, en prendre conscience de ce que ça implique comme chemin de guérison, c'est vraiment fondamental. C'est vraiment un chemin de libération. C'est une révolution tellement importante. Et c'est ça que je vous propose d'explorer à partir du chemin très humain, très simple de quelqu'un comme nous. Vous allez voir, c'est passionnant. Bonjour Estelle. Bonjour Fabrice. Beaucoup de gens souffrent d'un trauma, mais beaucoup de gens, et ça va être ce dont nous allons parler ensemble, à travers ton histoire, ton chemin, ne le savent pas. Et sur cette chaîne, j'ai déjà reçu un des plus grands spécialistes du trauma, Besser van der Kolk, mais je trouvais vraiment important de voir comment on le vit, comment on peut dépasser ça. Et alors, ton histoire est pour ça très représentative. Quelque chose commence tu commences à te poser des questions, pas du tout de l'idée d'un trauma, mais que tu vas pas quand tu te sens complètement épuisé. Et c'est à partir de là que, disons, tu vas te mettre en route. Oui. Si tu veux essayer de raconter ce moment-là, et qu'est-ce qui s'est passé là, et les choix que tu as fait à ce moment-là. En effet, il y a un peu plus de 12 ans, un moment comme tu l'as dit, donc j'étais complètement épuisée, avec tout un tas de désordres qu'on n'arrivait pas à identifier. Et donc, un jour, je tombe par hasard sur un petit bouquin qui a été écrit par quelqu'un qui enseignait dans Réseau l'école de méditation. Et je le lis. Et donc, je découvre la pratique de la méditation et la manière dont tu proposes de la transmettre et tes enseignements. Et je reconnais quelque chose me parle, je m'assieds et quelque chose change. Je passe de cet état où j'étais un peu comme le brin d'herbe piétiné, complètement épuisé, à retrouver, comme si la sève de la vie circulait à nouveau en moi. Je sens que je retrouve de l'énergie, que je retrouve un élan vital. Et c'est presque instantané, en fait. Et j'ai longtemps hésité avant de témoigner de ça, parce que c'est pas...
je ne veux pas vendre du rêve. C'est pas, il suffit de s'asseoir et puis c'est ça qui va se passer. Mais c'est ça qui s'est passé pour moi. Et alors, je peux expliquer comment ça s'est passé, je pense. Déjà, donc, comme j'étais abattue, j'étais épuisée, j'étais abattue, j'étais avachie. Et déjà, rien que le fait de m'asseoir, ça m'a fait retrouver la verticalité. J'ai changé de disque et il y a vraiment quelque chose dans la posture qui m'a guérie. Ce que je trouve très intéressant, et on va venir après à tout ce que tu vas découvrir au fur et à mesure des années, et puis la compréhension du trauma que pour l'instant t'as pas du tout encore pris la mesure. Donc on va voir ça. Mais je trouve que par rapport à tout ce qu'on croit habituellement, je trouve que ce qui était intéressant, c'est ce qui t'a permis d'aller mieux. C'est pas de fouiller ton passé, d'essayer de comprendre, mais c'est de te remettre dans un endroit qui est vraiment vivant. Tu te sens épuisé, on comprend pas ce qui t'arrive, et c'est parce que tu vas te remettre dans cette position que tu vas pouvoir faire la suite du travail. Oui, parce que là, c'est vrai qu'il y a 2 choses importantes dans ce que tu dis. Déjà, il y a cette posture qui guérit et il y a la perspective d'un chemin, en effet. C'est-à-dire que ce qui est important que je précise aussi, c'est que ça n'a pas non plus été une baguette magique, que du jour au lendemain, ça y est, tout. Je serais rentrée dans une vie lisse, confortable, etc. Parce que ça a été aussi, quand tu dis, plutôt que de creuser, d'essayer de comprendre, j'ai fait en tout 20 ans de psychanalyse dans ma vie, ce qui m'a sans doute aidé à certains égards, mais j'avais passé beaucoup de temps avec le pourquoi, à essayer de comprendre. Et à être même dans la psychanalyse, même avant que un trauma précis n'arrive, j'avais ce fantasme déjà de guérison totale. Ensuite, de vivre une vie un peu lisse et confortable. Euh, et, et en fait, déjà aussi, la méditation m'a remis en lien avec la vie, en ce sens que ça, c'est pas la vie, ce que je viens de décrire. Ça, c'est tellement important. Si les gens pouvaient nous entendre, c'est tellement une souffrance que les gens s'infligent. Une sorte d'idéal de ce que devrait être une vie où il n'y aurait pas de problème, on n'aurait pas... Et du coup, les gens ont honte d'avoir des émotions, d'avoir peur, d'avoir mal. Et ça crée que des problèmes supplémentaires. Et c'est paradoxal, c'est que la méditation, à la fois, ça t'apaise, et à la fois, ça te permet de faire la paix avec le fait que ta vie peut s'apaiser, mais elle sera jamais lisse. Il y a des aléas, il y a des blessures, et c'est sûr que c'est inconfortable, mais en même temps, c'est aussi la grandeur de l'être humain. Et au fond, c'est ça qu'on perd quand on veut juste une vie lisse et confortable. Et moi, c'est vrai que j'avais aussi, donc j'étais avec ce fantasme comme ça de guérison, et puis à beaucoup avec le pourquoi. Si je trouve la raison, alors ça y est, je serai libérée. Et bon, j'ai trouvé donc dans Réseau, l'école de méditation, que tu as fondé un chemin pour travailler justement avec ces aléas et comme tu disais, m'apaiser, ça c'est sûr. Ouais. Et il y a une... Voilà, il faut peut-être que je dise, ce dialogue est né d'un message que tu m'as envoyé, tu avais envie de témoigner, et donc on a un peu travaillé ensemble pour préparer cet entretien, essayer de comprendre un peu comment les différentes étapes se sont mises en place pour essayer d'éclairer les gens, d'essayer de rendre un peu plus concret. Au fond, un des grands axes de ce que j'essaye de faire dans mon podcast, d'aider les gens à trouver une forme d'apaisement. Et une autre étape, donc la première, c'est trouver un peu de force grâce à la méditation, sortir de cet idéal. Mais après, c'est une réconciliation avec ton cœur. Tu dis, c'est comme si tu t'avais jusqu'alors senti, sans vraiment complètement en être tout à fait consciente, que ton cœur était fermé. Mais en même temps, ça te faisait de la peine. Tu sentais comme une fermeture du cœur. Je crois que c'est quelque chose que beaucoup de gens sentent. Oui, et ça me faisait vraiment beaucoup de peine parce que j'avais vraiment une aspiration au lien, à la générosité, à l'ouverture du cœur, justement. Et apparemment, je pense que je paraissais être quelqu'un d'assez généreux. Et moi, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas ajusté, que mon cœur était fermé. Comment ça se manifestait? Qu'est-ce que tu sentais? Eh bien,
Je sentais, j'avais l'impression d'être une imposture, en fait. J'avais l'impression d'être une imposture parce que, j'avais cette aspiration d'avoir, le cœur ouvert et je sentais intérieurement que mon cœur était fermé. Donc là, ça c'est venu plus tard, avec pas mal de méditation. Ça fait des stages. Je pense qu'il faut vraiment Oui, redire à quel point faire un stage de méditation, ça joue un rôle majeur, surtout que dans Réseau, il y a vraiment un stage qui travaille spécifiquement sur essayer d'aider les gens à se reconnecter avec leur cœur. Et la reconnexion avec ton cœur, ce qui est impressionnant, c'est pas d'un seul coup que tu rentres dans la grande ouverture, mais c'est plutôt de te réconcilier avec ta propre blessure. oui, c'est, tout à fait. Et hem et c'est sûr que donc, comme, la transmission telle que tu la proposes m'a tout de suite beaucoup parlé, donc effectivement, j'ai eu, la chance de pouvoir faire un certain nombre de séminaires et de stages et qui ont été, fondamentaux, sur mon chemin et donc j'ai senti que ce à quoi mon cœur était fermé, c'était à ma propre blessure, en fait. Ça c'est grand, c'est fou ce que tu dis, parce que au fond, avant, tu pensais, mon cœur est fermé parce que j'arrive pas à être assez ouverte, assez généreuse, et en pratiquant, tu te rends compte, non, mon cœur n'est pas fermé à l'ouverture, à l'amour, à la générosité, il est fermé à ma propre blessure, et c'est parce que je suis fermé à ma propre blessure que je peux pas être complètement ouverte. Oui, c'est ça et hem et donc c'est un chemin, hein, aussi. Puis c'est comme la présence, aussi qu'on cultive dans la méditation, ça s'ouvre et ça se ferme. Hem et donc cette, j'ai senti, en fait, ça a été extrêmement corporel. C'est aussi ça, c'est que, heu, ce qui est assez fou, c'est que, dans la pratique, on cultive à la fois la présence et l'ouverture du cœur et en fait, cet accès à la blessure, elle s'est vraiment manifestée pour moi corporellement parce qu'en fait, je me suis rendu compte que, j'étais coupée de mon corps et donc avoir la posture et m'asseoir jour après jour a vraiment, ouvert un chemin de réconciliation, avec mon corps et hem et donc je me suis rendu compte il y a pas si longtemps que ça, donc avec le temps, je suis devenue, enseignante bénévole de Réseau comme, tous les enseignants d'ailleurs qui enseignent dans Réseau, qui sont bénévoles et donc en travaillant, un peu avant de travailler pour le premier stage que j'ai enseigné, en suivant ton travail aussi, hein, puisque tu as beaucoup travaillé en effet sur le trauma et donner accès à beaucoup d'éléments, hein. Comme tu le rappelais, tu as reçu il n'y a pas longtemps, Bessènes Van der Kolk et moi la lecture de son livre a aussi m'a beaucoup aidée et donc en fait, je me suis rendu compte qu'un trauma que j'ai connu il y a presque 23 ans, maintenant, heu, avait, continué à avoir toute son importance et que le la coupure que je pouvais avoir avec, mon corps était en fait, une réponse au trauma. J'avais des douleurs un peu partout, j'en ai toujours d'ailleurs un certain nombre et je ne faisais pas le lien. Il y a 23 ans, j'ai été, tabassée par, mon ex-mari et je j'avais l'impression que c'était une affaire, réglée, que bon, voilà, le temps avait passé, j'avais une vie, «normale» entre guillemets, tout semblait assez bien aller, et bon, j'avais plein de douleurs, mais je ne faisais pas du tout le lien entre, les douleurs, des douleurs et puis aussi toujours j'étais stressée, alors je me sentais un peu coupable et puis voilà. Mais je faisais pas du tout le lien avec, les coups que j'avais pu recevoir et et tu avais dit une fois aussi dans un enseignement quelque chose qui m'a beaucoup, marquée,
c'est que la pratique, c'est quelque chose de très doux, la pratique de la méditation, parce que elle nous propose des choses et des pistes à un moment où on est capable de travailler avec ça. Et ça m'a vraiment... Je trouvais que c'était très vrai et très juste. C'est parfois mal compris parce que ça ne veut pas dire que c'est facile ou confortable pour autant. Ça ne veut pas dire que ces pistes-là, c'est OK, ça y est, c'est réglé. Mais il y a une dimension sécure qu'on trouve dans la pratique et à laquelle on peut revenir chaque jour, à chaque instant également, qui permet de faire ça, qui permet de travailler même avec ce qui est le plus dur ou ce qu'on n'imaginait pas. Donc, et moi, je n'imaginais pas à quel point je restais marquée par cet épisode et même ces années-là. Et donc, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que donc, depuis, je me suis intéressée plus à la question du trauma. Et j'ai appris, par exemple, que la mémoire des coups est absolument insupportable, en fait. Et que donc, le corps ferait n'importe quoi pour nous faire oublier les émotions insupportables ou indicibles. Et notamment de remplacer par des symptômes définissables. Et moi, je crois que c'est exactement ça qui m'est arrivé d'une certaine manière. Moi, je crois que ce qui est vraiment important, c'est vraiment de s'arrêter sur ce que tu dis. C'est parce que tu as trouvé une manière d'être dans une dimension sécure que tu vas pouvoir rencontrer ce trauma. Et ça, les gens ne l'entendent pas assez. Il y a toujours cette illusion qui vient d'une mécompréhension d'une certaine psychologie. Parler de son trauma, revivre son trauma aiderait. Il faut le dire, le redire, le redire. C'est très dangereux. Revivre son trauma peut retraumatiser. Si c'est pas fait au bon moment, en ayant une assise, ça peut être une catastrophe. Donc, et c'est pour ça, à mon avis, que la méditation est si précieuse. Malheureusement, la méditation est rarement présentée comme nous la présentons, comme une manière de trouver une dimension sécure. Elle est beaucoup trop présentée comme une manière d'essayer de se calmer, ce qui n'est pas du tout la même perspective. Donc ça, je crois que c'est vraiment important. Ce que tu dis, au fond, c'était que c'est plus facilement, même socialement admis, à la fois consciemment admis et socialement admis. J'ai des douleurs chroniques, j'ai un syndrome du canal carpien, que je me suis fait tabasser par mon ex-mari. Et qu'au fond, c'est ça que tu commences à comprendre. Oui. Oui, il y a déjà ce qui est intimement insupportable, je pense. Alors après, évidemment, c'est difficile. C'est lié aussi. C'est sûr que ce qui est intimement insupportable est sans doute aussi dû au fait que ce soit socialement insupportable, puisqu'on se construit comme ça. Et c'est sûr que moi, j'ai vraiment beaucoup de gratitude pour tout ce à quoi tu donnes accès autour du trauma, parce que je pense que c'est vraiment fondamental pour notre monde, pour nos sociétés. Oui, il faut vraiment redire ici pour ceux qui ne savent pas. Voilà, depuis 30-40 ans, la compréhension du trauma met à mal presque l'ensemble de ce qu'on connaissait des psychothérapies. C'est un vrai changement de paradigme. Puisque le trauma, excuse-moi, je fais un peu de pédagogie pour ceux qui ne savent pas. Le trauma, c'est que je souffre, non pas parce que j'ai une névrose, un problème, un manquement, mais parce que j'ai vécu quelque chose qui est inassimilable, physiologiquement, nerveusement. Je reste figé dans quelque chose qui est passé, et comme dans ton cas, sans même m'en rendre compte. Et donc ça change absolument tout. Et un des grands points sur lequel tous les grands spécialistes du trauma, Peter Levine, Besser van der Kolk et tant d'autres vont mettre l'accent,
C'est qu'il ne s'agit pas d'un travail de compréhension, mais que ça doit passer justement par se reconnecter à une dimension sécure. Ça, c'est clair, parce que bon, j'ai fait 20 ans de psychanalyse et c'est arrivé cet événement, alors que ça faisait déjà 7 ans que je faisais une psychanalyse. Et ça, moi, j'ai vraiment fait l'expérience de ce que tu dis. C'est-à-dire que c'est clair que j'ai été en boucle sur plein de choses pendant des décennies. Et c'est clair, même tout à l'heure, tu disais ça peut retraumatiser. Et ça, j'en suis certaine que ça s'est passé comme ça pour moi. Tu vois, parce qu'en fait, dans ton travail, il y a aussi une dimension très intéressante qui est le figement et le défigement. Tu en parles dans ton livre « La théorie du bourgeon ». Et donc, pour moi, il y a clairement eu un figement dans l'épisode de violence le plus important que j'ai connu. Et donc après, le fait de parler, de ressasser d'une certaine manière et d'essayer de comprendre le pourquoi, etc., ça entretient, en fait, l'idée, c'est quoi ? C'est que si je peux trouver une raison, c'est bien qu'il y a un problème. Et le plus grand problème du pourquoi, c'est ça. C'est que si je peux expliquer, il y a une cause, et s'il y a une cause, c'est bien qu'il y a un problème, et donc je suis au minimum coupable de ne pas avoir été une meilleure version de moi-même. Et au pire, peut-être, de ne pas avoir fait ce qu'il faut, ou été comme il faut, etc. Ou d'avoir un truc inconscient. Voilà. Et donc, oui, c'est ça. Il y aurait quelque chose d'inconscient en nous qui serait responsable de nos traumas. Et après, je pense que c'est aussi une manière ce que tu disais, la pression sociale, c'est une manière aussi pour tout le monde de mettre à distance, en fait. Je pense que tout le monde est à peu près d'accord enfin, tout le monde. Malheureusement, ça change peut-être un peu, mais beaucoup de gens, en tout cas, et peut-être encore une majorité, sont d'accord que c'est insupportable, l'idée de la violence faite aux femmes. Et en même temps, il y a tout de suite le chercher la raison, la cause. Et c'est une manière de mettre à distance. C'est une peur, moi, ça peut pas m'arriver, ou voilà. Oui, tu dis que c'est pas seulement les hommes, mais même certaines femmes ont renforcé le problème en disant « Ah oui, moi, ça pourrait pas m'arriver. » Ah oui, moi, les pires remarques que j'ai pu avoir venaient de femmes. Et je pense que c'est dû au fait, comme tu disais, même le fait de ne pas comprendre quand une femme ne quitte pas tout de suite son conjoint violent, ou je lui ai bien dit, ou moi peut-être j'ai pas beaucoup de caractère, mais ça m'arriverait pas, moi j'aurais tout de suite vu et réagi, etc. Enfin, et je pense que ça c'est donc c'est pas une question de jeter la pierre, c'est aussi un signe de quelque chose, d'une espèce d'impuissance apprise et d'un rapport de domination qui fait que de toute façon c'est une mise à distance voilà, ça c'est certain, de quelque chose qui est insupportable et insoutenable en fait. Et du fait que socialement, il y a quelque chose dans la culture tout entière qui fait que les femmes peuvent être frappées. Oui, ça c'est... Parce qu'au fond, quand les femmes disent ça, c'est quand même sous-entendu qu'une femme peut être frappée. Elle devrait se défendre toute seule, plutôt que de partir, que c'est un scandale, et que qu'est-ce qui fait... Et c'est vrai, mais là, je n'avais pas pensé à ça comme ça. Ce qui est assez fou dans ce que tu dis, c'est que la première réaction n'est pas sur que c'est fou. Après, j'ai même entendu des trucs, bon là, c'était des gens qui sous-entendu au moins, qu'est-ce qu'il a bien pu se passer, ou qu'est-ce que tu as pu faire pour que ça arrive, tu vois. Enfin, c'est assez fou. Et donc, en fait, ce qui est dingue, c'est de tout de suite ramener à l'individu. Il y a effectivement quelque chose socialement où c'est dingue que ça arrive, c'est dingue que ça se passe, et ça ne devrait pas, et on devrait faire tout pour que ça n'ait pas lieu. Ça devrait être la priorité, une des priorités, voilà. C'est tout de suite, c'est quoi le problème avec toi ? Ça sous-entend quand même ça, d'une manière ou d'une autre. De toute façon, quels que soient les types de réactions. Et ça, c'est effectivement... Et donc, ça, c'est un vrai problème majeur. Oui. Je pense que pour les enfants, on commence à comprendre que battre un enfant, c'est le parent qui a un problème, c'est pas l'enfant. Battre une femme, c'est pareil. C'est l'adulte,
Mais il y a toujours cette idée, l'enfant le mérite peut-être, la femme le mérite peut-être. C'est là le côté monstrueux de notre monde. Et puis il y a quelque chose en tout cas qui est intégré d'une certaine manière. Je suis pas si sûre qu'on se rende vraiment compte que ça va pas te battre les enfants, malheureusement. Non, tu as pense que c'est raison, un je peu... retire ce que j'ai dit, Oui. tu as raison. Je suis pas si sûre, parce qu'au fond, c'est vraiment les rapports de domination, en fait. Oui, Et de puis il y a domination, tellement de manières d'instrumentalisation. Oui, tu vois, après il y a battre, mais il y a plein de manières d'exprimer la violence, de la faire subir, et peut-être même que la violence dans laquelle on vit, et la réplique du trauma, c'est aussi ça. Si les traumas, plein de gens ont vécu des traumas, et en fait peut-être décharge, comme tu as dit, c'est mon cas, on peut très bien ne pas se rendre compte de la charge que peut représenter pour soi le ou les traumas qu'on a vécus. Et on va dès lors les reproduire sur d'autres, et donc les enfants, les femmes. Alors il y a un autre point qui permet de vraiment de comprendre pourquoi ça bloque, pourquoi ça fait tant souffrir le trauma. C'est ce mécanisme tout à fait étrange dont je parle souvent dans mes cours. C'est que la victime a honte. Et donc toi, tu racontes très bien comment c'est ça qui s'est passé pour toi. Tu as eu honte. Donc il faut vraiment redire que c'est presque structurel, que c'est pas psychologique, mais structurellement, quand on est victime d'une forme de violence, on a honte. En fait, c'est complètement lié à ce que tu disais avant. À partir du moment où, quelque part, ça fait partie des choses qui arrivent, combattre les enfants, combattre les femmes, que c'est des sous-catégories de l'humanité, puisque on peut leur faire ça, et qu'en plus, il y a ce regard social sur la femme qui a été battue. Moi, c'est vrai que comme tu as dit, c'est plus facile de dire j'ai une douleur ici ou là que de dire il m'est arrivé ça. Parce que si je dis je sens que parfois je suis un peu dépassée parce qu'il m'est arrivé ça il y a 23 ans, on va me dire mais t'as un problème, faut aller t'en occuper et le régler. Et donc c'est clair que en plus il y a la sous-catégorie des femmes à qui il est arrivé ça. Et donc, de toute façon, donc la seule chose que tu peux faire, vu que c'est pas tellement admis et que la seule chose qu'on te propose, c'est d'en parler chez un psy, et que d'en parler, ça peut en effet inscrire encore un peu plus le trauma. Ça peut aussi peut-être à certains égards aider. Ça dépend comment c'est fait, mais en tout cas, dans mon cas, moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Finalement, au bout d'un moment, t'as plus qu'à mettre un couvercle, en fait. C'est ça qui s'est passé pour moi, ou à penser que c'est bon, que c'est réglé, que c'est oublié, que c'est une histoire ancienne. Et donc, en fait, mais il y a la honte qui ronge. Et la honte, c'est... Tu me disais, c'est la honte d'avoir été frappé, la honte de l'avoir aimé, la honte de ne pas avoir vu, la honte de ne pas avoir entendu les signaux à temps, la honte de ne pas avoir crié, la honte d'avoir été sidéré, enfin, la honte que quelqu'un d'aussi, voilà, qui était quelqu'un de fort, bien ancré, n'ayant pas de problème, ait vécu ça. Donc on voit à quel point la honte, c'est vraiment tentaculaire. Et moi, ça m'a beaucoup aidé de lire sur le trauma à cet égard, parce que quand j'ai lu que je crois que c'est Bessel van der Kolk dit ça, que tous les traumatisés ont honte, mais ça a été un soulagement énorme en fait. Parce que c'est sûr que c'est une double peine. On se sent traumatisé, et au lieu d'être en colère de vouloir se défendre, ça fait partie du trauma, on a honte, comme si on était quelque part en faute. Et donc, si on reprend des remarques des gens qui te disaient « moi, ça ne m'arriverait pas », au fond, la honte est propagée partout. C'est-à-dire, on a du mal à pouvoir assumer que quelqu'un soit une victime innocente. Oui. Oui. Bah oui, parce qu'en fait, je pense que tout le monde a peur d'être victime, et donc c'est un mécanisme de protection aussi, de se dire, s'il n'y a pas l'innocence, s'il y a une raison ou une cause, moi je suis tranquille, je suis à l'abri. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Voilà, ça c'est sûr. Tu avais déposé plainte. Oui. Est-ce que tu veux raconter comment ça s'est passé ?
Oui, bah, je te remercie de poser cette question parce que, en fait, la honte, elle est aussi beaucoup venue, de l'impuissance apprise, hein. Bah, ça c'est très important. Parce que ce dont on parle, c'est qu'il y a une dimension sociale. Souvent, Oui. quand les gens parlent de guérir du trauma, on voit la dimension, disons, thérapeutique, existentielle. On ne voit pas assez de la dimension sociale et tout est lié et on ne peut pas traiter l'un sans traiter l'autre. Et donc en fait, moi, pendant des années, j'en suis tellement voulu, de de tout ce que tu as dit tout à l'heure, de pas peut-être de pas avoir réagi à temps, de pas avoir fait ce qu'il fallait, de pas, avoir crié, de pas, m'être enfuie, de pas bon bref. Et évidemment sans voir, tout ce que j'ai quand même fait. Parce qu'il y a au fond, voilà, aujourd'hui je suis là, je suis en vie, je suis avec toi. J'ai eu, l'immense chance de rencontrer, la méditation et ton travail et ça n'a pas de prix et hem et donc au fond, il y a que ça qui compte maintenant d'une certaine manière. Mais ce qui est vrai que ce qui est important, c'est de montrer tout ce qui a permis d'arriver là. Donc finalement, bon, ma mère, elle disait: «Avec des scies, on mettrait Paris en bouteille». Bon d'accord, mais mais voilà, j'ai été taraudée pendant des années par tout ce que j'avais pas fait, mais donc dans ce que j'ai fait, je suis allée chez le médecin, déjà, tout de suite. Enfin, c'est passé pendant une nuit, donc le lendemain matin, qui m'a délivré quand même une incapacité temporaire de travail de 9 jours. C'est énorme. La loi bascule à 8 jours. Au-delà de 8 jours, c'est la prison, c'est des amendes colossales. C'est un signe qui est donné aux institutions, à la police et à la justice, théoriquement. Et puis, j'étais en vacances, donc je suis allée à la gendarmerie et j'ai eu la chance, là, de tomber sur un gendarme formidable, mais j'étais pas prête, j'étais déboussolée quand même, totalement, en plus d'avoir extrêmement mal. Heu et heureusement, je suis tombée sur un gendarme très compréhensif, qui a compris même que tout ce que je viens de dire et qui m'a donné quelques indications. Et je suis repartie. Et en fait, parce que c'est pas si simple. C'est ça aussi, parce que jusqu'en 2010, donc on était mariés, et jusqu'en 2010, en France, le domicile conjugal restait le domicile conjugal. Donc qu'est-ce que tu fais? Non seulement tu t'es fait taper dessus, puis en plus tu prends 3 affaires et puis tu vas dormir où? Enfin, bon. Et donc, j'ai attendu un moment propice où il allait être absent pendant une durée assez longue pour mettre tout en branle et être tranquille et pas avoir cette peur-là en plus. Et donc, je suis allée, donc 2 mois après, la loi, je sais plus combien, mais tu as un temps assez long pour porter plainte, heureusement. Euh, et donc, je suis allée au commissariat à côté de mon domicile pour porter plainte. Et là, ça a été l'enfer. Et je m'y attendais pas du tout, comme j'avais rencontré ce gendarme. Heureusement que j'avais rencontré ce gendarme gentil, que ça m'a donné du courage. Et ça m'a dit que c'était possible et comment faire. Mais Moi, je je dirais m'étais... pas gendarme gentil, je dirais gendarme compétent, gendarme Oui, humain, oui, gendarme respectueux, gendarme qui fait son travail. oui. Parce qu'après, ce que tu as vécu après, c'est inadmissible. T'as raison, mais pour moi, c'est resté. Je D'ailleurs, je me sais. souviens, je me souviens même après, j'ai téléphoné à la gendarmerie. Il n'était pas là ce jour-là pour le remercier, qu'on lui dise, etc. Mais effectivement, après, je suis allée au commissariat de mon quartier, la fleur au fusil, j'ai envie de dire, parce que, sauf que j'avais oublié le fusil, parce qu'en fait, je m'attendais pas du tout à ça. Et donc, je suis arrivée, en fait, j'ai subi un véritable interrogatoire de police, ce dont je ne me suis pas rendu compte. J'ai appelé, en rentrant chez moi, j'ai appelé des amis parce que j'étais complètement dévastée. Et j'avais appelé un ami brésilien dont la famille avait fui la dictature et donc qui en connaissait un rayon et qui, en m'écoutant, m'a dit immédiatement: «Tu as subi un interrogatoire de police, voilà ce qui s'est passé». Et donc j'ai pu comprendre et ça m'a aidée. On me posait 18 fois les mêmes questions. On me dit: «Alors ça s'est passé dans la nuit du 28 au 29 décembre 2002, vers quelle heure?» Mais je me disais: «Mais il l'a pas écrit déjà tout à l'heure?» Moi je comprenais pas. Donc je répétais inlassablement la même réponse. Et Et pourquoi en il faisait fait, ça? parce que c'est des techniques d'interrogatoire de police. Quand tu as un suspect, si tu poses 15 fois les mêmes questions, il y a un moment, il s'en mêle les pédales. Donc à ce Donc en fait, moment-là, au ouais. lieu d'être écouté, tu étais dans la position de la coupable. Ah bah oui. Bah surtout,
Pourquoi j'avais pas porté plainte tout de suite ? Enfin, comme si c'était si facile avec tout ce qu'on vient de dire, tu vois. Pourquoi c'était suspect que j'ai attendu ? En plus, c'était je sais pas, moins de 2 mois après. C'est pas non plus une éternité. Mais voilà, c'était bizarre. Est-ce que j'étais pas encore une de ces hystériques, de ces foldingues, de ces manipulatrices qui racontent n'importe quoi pour se venger, quoi. Voilà. C'est clair qu'il y avait quelque chose de cet ordre. Mais bon, j'ai pas lâché. Je suis restée, je crois, au moins 2h30. Enfin, tu vois, il faut pas 2h30 pour déposer une plainte sur un sujet pareil quand t'as une ITT de 9 jours dans la main. Tu vois ? Donc, en plus, c'est ça encore, ça aurait pas été le cas. Bon, et donc, je suis restée 2h30, j'ai porté plainte. Et voilà, mais enfin, il y a effectivement de quoi devenir... Il y a eu un c'est la il y a eu un quadruple peine. procès. Ah non, tu parles... Après, ils envoient donc après, de toute façon, il était à l'étranger, il y est resté. Il y a ils envoient une convocation, ils viennent même pas le chercher, hein. Enfin, ils envoient une convocation à ton domicile, la personne se présente ou se présente pas. Ça m'a juste permis d'avoir un divorce pour faute, où théoriquement les frais du divorce étaient à sa charge, mais bon, voilà. Et j'aurais pu avoir droit à des dommages et intérêts, mais comme tout le monde disparaît dans la nature, tu parles. Non, non. Alors peut-être qu'aujourd'hui, 2-3 trucs sont améliorés, mais... Tu dis que quand tu as lu le livre de Virginie Despentes, ça t'a aidé à mieux comprendre aussi Quiconque Théorie, à peu mieux voir ce qui se jouait, une partie de la dimension sociale qui se jouait dans ta honte. Oui, bah oui, j'en parlais déjà un peu tout à l'heure, hein, sur l'impuissance apprise, sur ça. Donc c'est le chapitre qu'elle écrit sur le viol, où au fond elle est taraudée un peu par les mêmes questions. Où, en plus, elle dit elle avait un cran d'arrêt dans sa poche. Et elle était donc complètement figée, elle était sidérée, tétanisée. Et à un moment, les types qui les violent s'en rendent compte qu'elle avait un cran d'arrêt dans la poche. Et l'un d'eux dit « Ah bah tu vois, si elle n'avait pas voulu, elle se serait défendue. » Donc c'est bien la preuve, si elle l'a pas utilisé, que... Donc en fait, ça aussi, c'est par rapport au regard social, c'est hyper important. Parce qu'en fait, si tu te défends, c'est la preuve que tu es une folle dingue et que tu as un problème et qu'il fallait bien te calmer, ou que tu es un peu quand même... Et d'ailleurs, ça a été la version qu'il y a eu un peu pour Marie Trintignant, dans un premier temps. Hein, donc si tu t'es battu, c'est plus de la violence conjugale, parce que là aussi le terme, tu vois, bon, moi je suis prof d'espagnol et l'Espagne est très à la pointe sur ces questions sociétales. Tous les jours à la radio, il y a le nombre de femmes qui sont mortes sous les coups depuis le début de l'année. Les lois, ils ont eu des lois pionnières, la loi sur le consentement 2022, la loi la plus avancée d'Europe contre ils appellent ça violence machiste ou violence de genre depuis 2004, parce que dire violence conjugale, déjà, ça masque un peu les choses en fait. Tu vois, et donc en fait si tu te bats, c'est comme si c'était un combat d'égal à égal, ce qui n'a aucun sens, et donc on parle plus de violence subie. Et si t'es figé, c'est que finalement t'es une sous-catégorie ou qu'il y avait quelque chose, donc de toute façon il n'y a pas d'issue. Donc le fait, avec cette dimension sécure, de comprendre que tu souffrais encore du trauma, de mieux comprendre la honte que tu subissais, comprendre que c'est parce que tu étais une victime innocente que tu sentais la honte, c'est ça qui a permis de passer à une autre étape dans ta vie. Oui. Oui. La dimension sécure, hein, qui est vraiment à l'œuvre dans la pratique et dans le changement de régime, la qualité de présence qu'on touche, c'est vraiment une voie extraordinaire pour travailler avec les émotions. Et donc la honte, en fait, c'est ce qui tient, c'est ce qui masque. C'est tellement insupportable. Je pense qu'il y a Je voulais juste ajouter une chose importante.
par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que, et par rapport justement au fantasme de la guérison, etc., euh, l'idée, là, il y a vraiment un chemin par rapport au trauma, en fait. Il y a vraiment un chemin de travail et d'accueil du trauma, justement. Ça, comme tu disais, pendant longtemps, je ne me rendais pas compte comment est-ce que tout ça pouvait rester ancré. Et en fait, ce chemin, il ne va pas faire disparaître la blessure, il ne va pas faire disparaître les traces, mais il fait que les réminiscences qu'on peut avoir, elles deviennent acceptables et qu'on ne va pas être piraté tout le temps par les flashbacks, les souvenirs du trauma. Moi, je lui ai jamais dit, il l'apprendra peut-être en regardant le dialogue, mais tu as déjà croisé mon mari, c'est le type celui d'aujourd'hui, le plus gentil et incroyablement soutenant du monde. Et il m'arrive parfois d'avoir un quart de millième de fraction de seconde, quelque chose de l'ordre qu'il pourrait y avoir des coups, alors que, voilà, c'est dingue, c'est dingue. Et bon, donc, sauf que ça, c'est un quart de millième de seconde, mais quand même, il y a des choses comme ça qui reviennent. Et donc, le chemin de la pratique permet que cette hypervigilance, d'être comme ça tout le temps sur ses gardes, ça se transforme. Ça change de visage. Il y a une dimension plus vaste dans laquelle ça peut être accueilli. Et une autre étape que permet la méditation, qui est vraiment de voir que la méditation, c'est tellement autre chose que ce que les gens croient, c'est vraiment entrer vraiment dans la vérité des différentes émotions. Oui. Donc, là, les gens n'ont pas du tout l'idée, puisqu'ils pensent que la méditation, c'est pour se calmer, donc avoir des émotions positives. Toi, au contraire, tu expliques beaucoup comment tu as pu te reconnecter avec beaucoup d'émotions. Donc, on a dit la honte, et puis la colère. La colère, la tristesse, peut-être l'amour, on peut parler la de ça. peur. Oui. Oui, c'est clair qu'une fois, donc cette dimension sécure, cet espace plus vaste, justement, il y a cet espace et donc il est assez vaste pour accueillir. Tu as le droit d'être en colère contre la société, contre ton agresseur, contre oui. La police. Tu as le droit de sentir que tu es vraiment en colère, qu'on ne t'ait pas défendu davantage. Et en fait, parce que j'avais connu la colère, mais plutôt contre moi-même, là aussi. Toujours un petit peu dans la même veine que la honte. Et aussi, tu as fait une conférence il n'y a pas très longtemps, là où tu disais pour que la honte change de camp. Et, oui, à partir de ce que dit Gisèle Pellicot. Et je trouvais que cette phrase était magnifique, en effet, et peut être assez aidante, même s'il ne s'agit pas de prendre une revanche ou de se venger, etc. Mais qu'en effet, il y a un chemin pour en tout cas, il n'y a aucune raison que la personne traumatisée ait honte. En fait, ça, c'est Gisèle Pellicot a raison. C'est à l'agresseur d'avoir honte et c'est pas à la victime d'avoir honte. Il est temps que la honte change de camp. Et l'agresseur, il n'a jamais honte, il ne se sent jamais coupable, ça c'est certain. Il pense qu'il a raison ou que c'est pas si grave. Oui, voilà. C'est ce qui fait peut-être, il y a des théories comme ça, que la victime est obligée de porter la honte puisque l'agresseur ne la porte pas. Je me souviens, une fois, j'entendais à la radio, une des premières phrases quand même du mari de Gisèle Pellicot, c'était « Ah mais vous comprenez, je m'ennuyais à la retraite, je lui ai proposé qu'on rentre dans un club échangiste et elle n'avait pas voulu. » Je me dis « Mais c'est dingue !» Enfin voilà, donc voilà, le renversement tout de suite. C'est ça. La victime c'est sa faute. Voilà. Et puis, et là aussi, toutes les explications un peu trop psychologisantes, elles invitent à ça, parce que ça ouvre la voie aussi. À ce que, quand on cherche des raisons, on va en trouver de tous côtés et ça ne va pas. Il y a quelque chose qui n'est plus décent et qui n'est plus digne, ça c'est sûr. Et donc ça, même par rapport à la honte, aussi, moi je dirais que la première chose que la méditation, je l'ai un peu dit tout à l'heure quand j'ai dit que j'avais retrouvé la verticalité, elle m'a vraiment permis de retrouver une dignité. Parce qu'en fait, c'est ça. Quand on est traumatisé, il y a quelque chose... Enfin, moi, j'avais perdu, par cette honte qui s'était installée, j'avais vraiment perdu quelque chose de mon intégrité et quelque chose de ma dignité. Et là, on comprend pourquoi le début de la méditation, ce qui t'a marqué,
c'est la dignité de la méditation. Oui. Là, il y a quelque chose qui nous nourrit, même si tu ne savais pas vraiment pourquoi, mais te reconnaître à cette dignité, toi qui l'avais perdue. Oui, ou que je croyais avoir perdu. Parce que je dirais qu'au fond, c'est ça aussi qu'il faut dire assez vite sur la méditation. Et c'est c'est retrouver cet espace dans lequel on peut rentrer à nouveau au contact et se ressourcer à une part indemne et inaltérable, quelles que soient les épreuves qu'on a traversées. Et en fait, moi, je pense que c'est ça qui s'est passé tout de suite quand j'ai rencontré la méditation. J'ai senti quelque chose de cet ordre-là et c'est ça qui m'a redonné l'élan vital. Et parce que pour le coup, juste après le trauma dont on vient de parler, moi, c'était survie, quoi. C'était la seule chose. Là, j'ai vraiment complètement intégré. Pour moi, je ne serais plus une femme, même un être humain. Je serais juste quelqu'un qui allait essayer de survivre. Mon projet, c'était juste ça, quoi. J'avais perdu mon intégrité. Mais en fait, c'est pas vrai. L'intégrité ne disparaît pas. Et la méditation, le plus beau cadeau qu'elle nous fait, c'est ça. C'est que personne ne peut nous enlever notre intégrité, en fait. Et je trouve que c'est ça aussi que Gisèle Pellicot montre, mais la vache, quel exemple incroyable, quoi. Parce que c'est fou. Mais donc, il y a bien une possibilité. Peut-être pour rendre concret pour les gens, puisque malheureusement, le mot méditation, ça veut dire plein de choses. Moi, j'ai toujours, c'est comme le cinéma. Il y a du cinéma de propagande. On a vu tous les régimes totalitaires ont du cinéma de propagande. Il y a du cinéma de divertissement. Il y a du cinéma d'art et d'essai. Il y a du cinéma on voit des documentaires qui apprennent les choses aux gens. Donc le mot méditation ne veut pas dire grand-chose en tant que tel. Peut-être si tu peux, pour rendre ça très concret, décrire quelques expériences de méditation. Si les gens ont envie de savoir en détail comment faire la pratique de la méditation, on mettra des liens en dessous de la vidéo, vous pourrez regarder. Parce que je crois que c'est important de lever les équivoques. En fait, donc, la première fois que j'ai pratiqué dans Réseau, j'étais venue à un séminaire. Et moi, j'ai vraiment fait une expérience très concrète et tangible de l'espace, en fait. Je me suis assise, et donc, comme on disait tout à l'heure, je me suis redressée. Et donc, j'ai vraiment senti corporellement cette dimension sécure. Et c'est vraiment l'ancrage corporel. Parce que c'est vrai que, aujourd'hui, comme tu as dit, tout le monde parle de la méditation, et puis on peut trouver des applications, etc. Qui ne vont pas du tout aider pour ce dont on parle. Je dis tout de suite, voilà. Il n'y a aucun rapport entre ce dont on parle et ces applications un peu techniques et qui vont donner des détails de posture, mais pas du tout cette expérience de transmission d'une dimension sécure. C'est ça, parce que moi, c'est vraiment une expérience que j'ai pu faire, en fait. Ça a vraiment été tout de suite une expérience, grâce à la transmission qui m'a été faite, faire une expérience de qu'est-ce que ça change de retrouver ce rapport d'amicalité avec mon corps. Qu'est-ce que ça change de s'asseoir? Qu'est-ce que ça change de faire ce geste ancestral de dignité? Qu'est-ce que ça change de sentir cette dimension relationnelle qui est à l'œuvre dans la pratique? Qu'est-ce que ça change de sentir l'unité et l'indivisibilité? Pour moi, ça a vraiment été... ça m'a donné du courage. Ça m'a vraiment donné du courage. Et là aussi, je trouve que c'est très beau que tu dis ça, parce que moi, quand on m'a demandé, je pratiquais depuis une année, quelqu'un m'a dit « Mais qu'est-ce que ça t'a apporté de méditer ?» Et j'ai dit comme toi, du courage. Alors que les gens ont l'impression du calme, de la sérénité. Et moi, je me dis non, c'est du courage, ça donne du courage de méditer. De toute façon, moi, quand on me dit « calme-toi », déjà, ça me rend hystérique. Donc, et puis, mais c'est sûr. Mais oui, du courage, et puis justement, même effectivement, il en faut, je crois qu'il en faut à tout le monde. Et je pense qu'au fond, sans doute tout le monde, d'une manière ou d'une autre, a vécu des traumas. Donc ça, c'est la première expérience. Voilà. Et ensuite, je me souviens une fois, il y avait il y a un chemin dans Réseau avec plusieurs stages. Et un des stages fait travailler justement l'ouverture du cœur et autour de l'amour, comme on a parlé tout à l'heure. Et dans une pratique, une enseignante
nous avait invités à sentir quelqu'un pour qui on sentait de l'amour et puis à imaginer la présence de cette personne. Et puis elle nous avait fait nous installer dans ce qu'on sentait et puis après elle nous a invités à changer l'image pour mettre la nôtre. Et moi c'était impossible. J'ai cru que j'allais me lever et la frapper. Je me suis dit mais c'est pas possible, je ne peux pas sentir pour moi ce que je sentais pour la personne pour laquelle je le sentais avant. Et ça a été hyper violent et triste pour moi déjà de sentir ça et puis d'avoir cette réaction. Et puis elle nous a reguidés un peu plus tard dans cette pratique et ça avait complètement changé. C'est pour ça que c'est important. Ces pratiques ne peuvent pas être faites avec des applications. Il faut vraiment qu'on soit guidé parce on vit des obstacles. Ces obstacles sont pensés. On apprend à guider les gens et on les aide comme ça à surmonter une difficulté. Et donc au début, on n'y arrive pas. Et d'un seul coup, on y arrive parce qu'il y a tout un espace, toute une transmission particulière. Et puis qui va permettre de percer un peu la carapace parce que justement, on met cette carapace aussi pour le trauma. Et donc ça va permettre d'entrer en lien avec sa vulnérabilité doucement. Tout le chemin est pensé pour ça et faire place à l'amour. Et puis aussi les pratiques sur les émotions. Donc, à partir du moment où moi, ça m'a vraiment aidé à ce que mon cœur s'ouvre plus. Comme je disais tout à l'heure, il y a d'abord eu un mouvement d'ouverture du cœur qui a permis de retrouver le lien avec mon corps et que ce soit plus une abstraction et d'être dans la dimension sécure. Puis après, c'est comme un aller-retour, c'est comme un cercle vertueux. Ça m'ouvre plus à l'amour, comme on vient de le dire là dans l'exemple, et à accueillir ma vulnérabilité. Et ça m'aide à travailler avec mes émotions. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, j'ai pu passer de la honte à la colère, puis à la tristesse aussi. Parce que ça, je me suis rendu compte que je ne me l'étais pas autorisé. Puisque quand il est arrivé, ce qui m'est arrivé, alors tu parlais tout à l'heure du poids social, c'est pas socialement admis d'être triste. Tu vas quand même pas être triste parce que c'est fini avec quelqu'un qui t'a tapé dessus. Tu vois ? Mais il y a quand même une histoire d'amour. Il y a quand même, justement, et puis on peut être triste de tout un tas de choses, même d'avoir été un peu innocente, d'une vie volée aussi, puisque comme je te disais, même si finalement c'est pas le cas, mais c'est ce que j'ai senti sur ce moment-là. Enfin, il y a plein de raisons d'être triste. Et donc j'ai pu petit à petit accueillir tout ça, et ça a été vraiment une profonde réconciliation. Et puis enfin, et ça je crois que ça c'est fondamental, le retournement, c'est que là quand j'ai dit tout à l'heure que j'avais eu honte de ne pas avoir crié, etc., maintenant je peux être fière. Et ça, le travail sur les émotions m'a permis de voir ça, parce que j'ai dit aussi qu'il n'y avait rien qui avait plus de prix que d'être en vie aujourd'hui. Mais au fond, donc à quoi bon m'en vouloir de ce que j'ai pas fait ? Si j'avais fait autre chose, je serais peut-être morte. Et là, tu fais allusion à que dans la pratique, il y a vraiment des pratiques spécifiques pour rencontrer. Voilà, au sein de Réseau, on transmet des pratiques, rencontrer sa colère, rencontrer sa tristesse, rencontrer sa honte. Et c'est vraiment un travail très important d'apprendre à travailler avec toutes les émotions, parce que souvent, on ne se rend pas compte quelle émotion chez nous est C'est ça. bloquée. Et moi, au début, c'était un magma noir. J'avais comme une espèce de gros sombre noir, et puis c'est tout. Et puis petit à petit, ça se transformait parfois. Donc là aussi, de manière très corporelle. Venait un liquide doré, un voile rose. Enfin, c'était... Et corporellement, ça s'est transformé. En fait, ça aussi, on peut imaginer que le travail sur les émotions, c'est une technique. D'abord, souvent, effectivement, on voudrait juste les gérer, on ne peut pas en avoir. Sauf que de toute façon, premièrement, on ne peut pas en faire l'économie. Et deuxièmement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que c'est aussi ça qui fait notre richesse et nos couleurs. Et donc, voilà, enfin, ça, c'est quand même énorme. Le jour où, dans une pratique, en effet, je me suis rendu compte qu'au fond, je pouvais être fière, waouh. Alors, c'est pas tout le temps, hein. Parfois, il y a des choses qui reviennent, évidemment, mais quand même, quoi, voilà. Et donc là, voilà, c'est une manière concrète de se défiger, en fait. Ça, c'est clair. Et maintenant, aussi, en continuant à pratiquer, à faire certaines pratiques autour des émotions, je me suis rendu compte que, comme ça m'aide vraiment dans ce cercle vertueux d'ouverture du cœur et d'accueil de la vulnérabilité,
je peux accueillir la peur. Parce qu'au fond, c'est ça qui se passe chez la personne traumatisée. Il y a, il y a une pétrification. Et en fait, donc c'est la peur de la peur. En fait, moi, j'ai souvent des crispations, des tensions, des douleurs, etc. Mais c'est la peur. Parce qu'on croit qu'on a oublié. Mais en fait, Le corps n'oublie rien. le corps n'oublie rien. Le corps, et donc, toutes ces tensions, c'est ça. Et donc, j'ose dire que c'est bon de sentir la peur. Parce qu'il y a comme une décharge. Donc, dans cet espace sécure, dans cette dimension du cœur là, qui peut se dévoiler dans la pratique, eh bien, c'est possible d'entrer en lien avec sa peur. Et je pense que on peut pas faire l'économie de rencontrer sa peur pour cheminer avec le traumatisme, en fait. Et il y a une détente dans la peur. C'est-à-dire que le fait de rencontrer sa peur dans la pratique, que ça soit possible, ça peut amener à une détente. Parce qu'il y a quelque chose qui physiologiquement se décharge. Ça, c'est aussi une autre chose peut-être un peu plus technique, je pense, qui s'est passé quand j'ai rencontré la méditation, c'est qu'au-delà du côté symbolique de la posture qui guérit, il y a aussi inconsciemment une régulation du système nerveux qui se fait. Et ça se poursuit tout au long du chemin et de la vie. Et donc, je crois que ça, c'est une dimension aussi qui est vraiment fondamentale. Merci infiniment. Merci d'être venu témoigner. Je pense que c'est vraiment... j'espère que ça donnera beaucoup d'inspiration à plein de gens, de leur montrer qu'il y a un chemin possible. Là, on a beaucoup parlé de la méditation, et puis si ça vous intéresse, n'hésitez pas, on mettra le lien en dessous pour que vous puissiez regarder ce qu'on propose à Réseau. Mais au-delà de cela, ça montre que le chemin de guérison du trauma, voilà quelques étapes bien reconnues. Merci beaucoup. Bien, merci à toi, je suis très heureuse d'avoir pu témoigner et j'espère que ça pourra aider et inciter à se mettre en chemin. Ouais, c'est une manière de retrouver de la fierté, de pouvoir témoigner. Oui, exactement. Merci Fabrice. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. C'est vraiment un vrai merci parce que c'est vraiment précieux que vous ayez vu cet épisode jusqu'au bout, que ça vous parle, parce que je fais ça pour vous. Donc c'est vraiment un échange et je suis vraiment conscient aujourd'hui qu'autour de Dialogue, il y a véritablement une communauté de gens pour qui prendre soin du monde, prendre soin de soi, prendre soin des autres compte beaucoup. Et c'est vraiment merveilleux de voir qu'on est ainsi une communauté. Alors n'hésitez pas à partager, à liker. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment très important. Ça participe d'une sorte de contagion heureuse dont notre monde a bien besoin. Je vous embrasse et je vous dis encore une fois merci.